Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va commencer cette première séance par le chapitre 1 du cours du module Algèbre 3, résolution des systèmes linéaires par la méthode de Gauss. Donc dans tout ce chapitre, quand j'écris grand K, c'est-à-dire c'est soit l'ensemble des nombres réels, soit l'ensemble des nombres complexes. Je commence par vous rappeler quelques systèmes que vous avez déjà vus en bac. Je commence par le premier système qui contient deux équations et deux inconnues. La première équation AX plus BY égale à C. La deuxième A'X plus B'Y égale à C'. Donc les inconnus ici c'est X, Y. Donc résoudre ce système revient à trouver X et Y qui vérifient les deux équations. Vous connaissez tous que la première équation c'est une équation et la deuxième c'est une équation d'une droite. Donc ici c'est l'intersection de deux droites. On a trois cas, soit il n'y a pas d'intersection, c'est-à-dire l'ensemble des solutions est vide, soit c'est la même droite, donc il y a une infinité de points qui appartiennent de droite, c'est la droite elle-même, c'est les points qui appartiennent à la droite elle-même, soit il y a un seul point. Donc l'intersection c'est un point. Si je prends le deuxième système, c'est un système qui contient trois inconnus x, y, z et trois équations. Chaque équation, c'est une équation d'un plan. Donc là aussi, trouver x, y, z, ou bien le vecteur x, y, z, qui appartient aux trois plans. Ça y est. Donc là aussi, il y a trois cas. Soit il n'y a pas d'intersection, donc l'ensemble des solutions est vide. Soit c'est le plan lui-même, ça y est, donc il y a une infinité de solutions, soit il y a un seul point d'intersection. On peut aussi trouver un système qui contient deux équations et trois inconnus. Ici, les inconnus sont x, y, z, et on a deux équations. On peut trouver un autre système qui contient cinq inconnus comme celui-là, x, y, z, t et l, mais seulement trois équations. Ça y est. Donc, en général, on appelle un système de p équations et n inconnus un système de la forme suivante. La forme A11 x1 plus A12 x2 jusqu'à A1n xn égale à B1, c'est la première équation. On a la deuxième équation jusqu'à la p-énième équation. Les inconnus sont x1, x2 jusqu'à xn. Ça y est. Donc si x1, xn sont des solutions des p-équations, on dit que le vecteur, au lieu de dire les inconnus x1, x2, donc on l'écrit sous forme d'un vecteur x1 jusqu'à xn de cette manière. C'est une solution du système sigma. L'ensemble de toutes les solutions, on le note S de sigma, ou bien tout simplement S et on travaille avec un seul système, donc là ce n'est pas la peine, il n'y a pas de confusion, donc on n'écrit pas. Si sigma admet des solutions, on dit que le système est résoluble, sinon on dit qu'il n'est pas résoluble ou bien qu'il est incompatible. Le vecteur B égale à B1 jusqu'à BP, c'est-à-dire les solutions qui sont ici, B1, B2 jusqu'à BP, donc on prend le vecteur constitué par ces scalaires-là, c'est ce qu'on appelle le second membre de ce système. Dans le cas particulier où B égale à 0, 0, 0, c'est-à-dire les solutions sont toutes nues, on dit que sigma est homogène. Donc un système qui est homogène, ça veut dire les solutions sont toutes nues. Un système homogène admet au moins une solution. C'est ça la différence entre un système en général et un système homogène. Un système en général peut ne pas admettre des solutions, c'est-à-dire on peut avoir l'ensemble des solutions et vide. Mais un système homogène, au moins il admet la solution qui est constituée par des 0, 0, 0, 0. C'est ce qu'on appelle la solution triviale. Voilà, il y a ici un exemple d'un système. Ce système contient trois équations. Les inconnus sont x1, x2, x3, x4, donc il y a quatre inconnus. Le second membre, c'est le vecteur constitué par 4 moins 2, 0. Si je remplace 4 moins 2 par 0, 0, 0 et je laisse les autres équations comme elles sont, je l'appelle, c'est le système homogène associé au premier système. Donc,
Celui-là, c'est le système homogène associé à ce premier système. Maintenant, quel est le but de ce cours? On veut résoudre un système. Pour trouver un algorithme qui va nous aider à résoudre un système, on va apprendre ce qu'on appelle la méthode de Gauss, ou bien les transformations élémentaires de Gauss, ou bien les opérations élémentaires de Gauss. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ces transformations sur un système, et on va trouver un système qu'on appelle équivalent, qui a le même ensemble de solutions, et dont on peut calculer les solutions facilement. Ça y est? Donc on va voir ça explicitement dans la suite. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire de système équivalent? S'ils ont le même ensemble de solutions. Donc on dit que sigma est équivalent à sigma A équivalent à sigma 2, c'est l'ensemble des solutions de sigma A, c'est exactement l'ensemble des solutions de sigma 2. D'accord, je prends un système maintenant sigma qui contient P équations. Dans chaque équation suit une ligne, je vais la noter par L1. La ligne L1, c'est-à-dire c'est la première équation. La ligne L2, c'est la deuxième équation jusqu'à la ligne LP. Ça y est, les inconnus sont x1 et xn. Donc, quelles sont les opérations que je peux appliquer à sigma de telle manière que je trouve un système sigma prime qui est équivalent, c'est-à-dire qui a le même ensemble de solutions. Parce qu'on cherche à appliquer des opérations, mais l'ensemble de solutions à la fin que je veux trouver doit être le même que pour le premier système. D'accord. Vous avez le droit de permuter une ligne avec une autre. Échanger, ce qu'on appelle échangement de ligne LI par LJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je peux, à la place de la ligne 1, poser la ligne 2, et à la place de la ligne 2, poser la ligne 1. Donc la première ligne va devenir la ligne 2, et la deuxième ligne va devenir la ligne 1. Donc je peux faire des permutations, l'ensemble des solutions ne change pas. On va voir dans quel cas on va faire les permutations. Maintenant, on va d'abord connaître les opérations qu'on a le droit de faire. Après, on va voir dans quel cas on va les appliquer, ou bien dans quel but. Il y a une machine à prendre des opérations comme ça. Non, on va faire des opérations dans un but bien précis. Donc, on va voir, je nous mets les opérations qu'on doit appliquer chaque fois. On peut aussi remplacer, par exemple, une ligne LI par lambda LI à condition que lambda soit non nul. Regardez, lambda c'est un scalaire de 2 cas, c'est une valeur l'ifcar étoile, c'est-à-dire c'est une valeur non nulle. C'est une condition très importante ici. Je n'ai pas le droit de remplacer LI par 0. Si je prends lambda égale à 0, je peux remplacer LI, ça va devenir 0. Ça y est, ça je n'ai pas le droit de le faire. Par exemple, revenons toujours au système, notre système. Par exemple, je peux remplacer L1 par 2L1. Qu'est-ce que ça veut dire 2L1? C'est-à-dire je vais multiplier toute la ligne, toute l'équation par 2. Ça, je vais trouver 2 à la A1, X1 plus 2A1, 2X2 plus 2A1 NXN égale à 2B1. C'est ça ce que ça veut dire de L1. Ou là, je vais remplacer L2 par moins L2. L1 moins L2, c'est moins L fois L2. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver moins 2 A21 X1, moins A21 X1, moins A22 X2, moins jusqu'à moins A2N XP égale à moins B2. C'est-à-dire, il va devenir la nouvelle ligne, la deuxième ligne. Ça y est, ainsi de suite. Donc, j'ai le droit de faire cette opération. Quelle est la troisième opération que je peux faire? Je peux remplacer LI par LI moins la somme de LJ et J. Non, j'ai pas ma charte à la LJ qui soit, les LJ soient non nuls. Parce que même si elles sont non nuls, c'est-à-dire je remplace LI par LI. Je n'ai pas fait changement. Ça fait, la condition que lambda soit différente de 0 est une condition nécessaire. On ne peut pas la dépasser. Sinon, le résultat va être faux. Et là, je peux remplacer LI par LI moins alpha I. Au niveau de calcul, qu'est-ce que vous faites? Surtout au début, peut-être cette opération, vous allez la faire avec un ordinateur. À la main,
Par exemple, je remplace L1 par L1 moins 2 L2. Et il va devenir la nouvelle ligne. Ça y est. Ou bien je remplace L2 par L2 moins 3 L3. Ou la moins 5 L3. Ou la plus 7 L3. Ça y est. Au niveau de calcul, pour ne pas faire des erreurs, on peut dire plusieurs combinaisons. On peut dire L1 moins quelque chose moins alpha LI, ainsi de suite. Et là, pour arriver à faire le calcul manuellement, je peux faire le calcul manuellement et je peux le faire avec l'ordinateur. Avec l'ordinateur, c'est pas la même chose. Avec l'ordinateur, je peux faire plusieurs opérations en même temps. Avec la main, pour ne pas faire des erreurs, on va faire le calcul étape par étape. Je peux remplacer LI par alpha LI moins la combinaison linéaire des lambda G et J, mais à condition que le alpha soit non nul. Regardez, LI, je la remplace par alpha LI, c'est le même indice. Donc le alpha doit être nécessairement non nul. Pour ne pas annuler le LI, ça y est. Mais les autres LJ, pour G différent de I, peuvent être nuls. Si ils sont tous nuls, c'est-à-dire je remplace LI par alpha LI. Il y a la première opération. Ça y est. On ne l'a pas fait, c'est-à-dire on a remplacé L' par alpha LI et ça y est. Mais le alpha doit être non nul et je n'ai pas le droit d'annuler une ligne. Le résultat va être faux. Donc c'est ça les opérations ou bien les transformations de Gauss qu'on a le droit de faire pour calculer un système. Dans la suite, on va choisir la meilleure opération pour résoudre un système. Ça dépend du système qui est devant nous. Je vous donne les exemples. Comment on choisit les opérations? Il vaut mieux faire une permutation. Je peux remplacer LIR par alpha LI. Je peux la remplacer. Il y a 1 par LI moins quelque chose. Ou bien je peux remplacer LI par un coefficient fois LI. C'est nécessaire de remplacer par un coefficient moins quelque chose. Donc on va voir tout ça en détail dans la suite. Et la démonstration de ce résultat est simple, donc vous pouvez le lire, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à appliquer ces résultats-là. Donc, voilà, je veux faire une transformation sur segment. Je veux remplacer par des permutations, par des alpha LI, mais dans quel but? Qu'est-ce que je veux trouver? Ce qu'on cherche à trouver, c'est ce qu'on appelle un système échelonné. Trouver un système échelonné. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'avec un système échelonné, on peut résoudre le système facilement. Ça y est, c'est quoi un système échelonné? Donc on prend toujours un segment de cette forme. Ça c'est les lignes L1, L2, Lp. Ça y est. Les AI sont les équations. Pour tout I tel que pour tout I appartient à P. Les coefficients de Li ne sont pas tous nuls. Pourquoi? Parce que si toutes les coefficients sont nuls, donc c'est une équation nulle, ce n'est pas la peine de l'écrire. Vous voyez? Donc on va prendre le premier coefficient dans la ligne qui est non nul. C'est ce qu'on appelle AIG. Ça y est, donc GI, c'est l'indice du premier coefficient non nul dans l'équation. Si le XA n'apparaît pas, donc le premier équation va être un 1, s'il apparaît. Si les deux n'apparaissent pas, c'est-à-dire le premier coefficient non nul, c'est A2, 3, ainsi de suite, comme ça. Sigma est dit échelonné s'il existe un entier R tel que la suite des GI, c'est-à-dire des coefficients, des indices du premier coefficient non nul de chaque équation, est strictement croissant. Et pour les R inférieurs à P, les A et G doivent être nuls pour tout qui appartient à R jusqu'à P. Bien sûr, là, ce n'est pas clair. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous arriviez à comprendre cette définition. Avant, je vais terminer la définition. Donc, les premiers coefficients non nuls, donc chaque ligne, on les appelle les pivots de sigma. Donc les inconnus associés aux pivots sont appelés les inconnus principaux, les autres sont appelés arbitraires. Donc je vais vous donner un exemple plus concret pour que vous voyez cette définition. Elle reste la dernière, quatrième assertion. Si le premier coefficient non nul de chaque ligne, c'est-à-dire le pivot, est égal à 1, on dit que le système est un système échelonné réduit.
Donc, c'est quoi un système échelonné réduit? C'est un système échelonné dont les pivots sont tous égaux à 1. Offrons ce système. Regardez la première équation. C'est x1 moins x2 moins 5x3 égale à ainsi de suite jusqu'à égal à moins 4. Quel est le premier coefficient non nul? C'est le coefficient associé à x1. D'accord? Combien égale à 1. C'est le premier pivot. Donc le premier pivot ici c'est 1. Les autres coefficients associés à x1 dans les autres lignes sont nuls. Nécessairement, pour avoir un système échelonné, la deuxième équation, le coefficient associé à x1 est nul. La troisième équation, le coefficient associé à x2 est nul. Ainsi de suite. Ça y est. On passe à la deuxième ligne. Le premier coefficient non nul, c'est le coefficient associé à x2. Donc le deuxième pivot, c'est 2. Le 2, c'est-à-dire le coefficient, ماشي l'indice ديال x2. Non, c'est le coefficient. Par hasard, c'est la même chose, c'est 2. Donc là aussi, dans les autres lignes, x2 doit être nul. Les coefficients associés à x2 doivent être nuls si on veut avoir un système échelonné. Donc non, x2 n'apparaît pas, c'est-à-dire son coefficient c'est 0. x3, x2, est-ce qu'il apparaît? Non, c'est-à-dire tous les coefficients associés à x2 dans les autres lignes sont nuls. On passe à la troisième ligne. x3 n'apparaît pas, donc c'est-à-dire ce n'est pas un pivot. Le premier coefficient non nul est associé à x4, c'est-à-dire x4 ou le premier pivot. Le troisième pivot, ça y est. Tous les coefficients associés à x4 dans les autres lignes doivent être nuls. Donc x4, là aussi il n'apparaît pas, là aussi il n'apparaît pas. Le x3, ça y est, il ne doit pas apparaître. Puisqu'il n'apparaît pas ici, il ne doit pas apparaître. Donc, quels sont les pivots jusqu'à maintenant? On a 1, on a 2, on a 1. x5, est-ce qu'il apparaît? Non, mais donc ça y est, ce n'est pas un pivot. Son coefficient, donc ce n'est pas un inconnu principal. D'accord. Quel est le premier coefficient non nul? Là, on va associer à x6. Donc, quel est le quatrième pivot, c'est moins 3. Ça y est? Donc, dans les lignes, les équations qui viennent après, ou bien les lignes qui viennent après, tous les coefficients associés à x6 doivent être nuls. Donc, nous avons x6, nous avons x6. Ça y est? Donc, c'est un système échelonné. Quels sont les pivots? Il y a le 1 associé à x1, le 2 associé à x2, le 1 associé à x4 et le moins 3 associé à x6. Quels sont les inconnus principaux? Les pivots, c'est-à-dire x6, x4, x2 et x1. Quels sont les inconnus arbitraires? x3 et x5. Ça y est? Est-ce que c'est un système échelonné réduit? Non. Pourquoi? Parce que les pivots ne sont pas tous égaux à 1. On a un pivot égal à 2, on a un pivot égal à moins 3. Donc ce n'est pas un système échelonné réduit. C'est un système échelonné tout simplement. D'accord. Deuxième exemple. La même chose. Regardez. Le premier pivot ici, c'est le 1 associé à x1. Regardez dans les autres lignes, les x1 ne gagnent. Le deuxième pivot, c'est le 1 associé à x2. Le x2 ici n'apparaît pas dans les autres lignes. Le x3 ne gagne les lignes, donc ce n'est pas un inconnu principal. Le coefficient associé à x4, c'est 1. Et non, mais x4, il n'apparaît pas. La même chose. Regardez ici. Ici, le x5 apparaît, donc le coefficient associé à x5 est un pivot. Et non, mais x5. Voyez? Donc, quels sont les pivots ici? C'est 1 associé à x1, 1 associé à x2, 1 associé à x4 et 1 associé à x5. Vous regardez les coefficients, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, ils sont placés d'une manière strictement croissante. Le système ici est échelonné réduit. Pourquoi il est réduit? Parce que les pivots sont égaux à 1. Ça y est? Quels sont les inconnus principaux? x1, x2, x3, x5. Quels sont les inconnus arbitraires? Il y a le x6, le x3, ça y est. C'est-à-dire qu'il reste x3 et x6. Tout système linéaire équivaut à un système échelonné. Donc le but est le suivant. On va prendre un système quelconque,
on va appliquer les transformations de Gauss jusqu'à trouver un système échelonné. Et pour un système échelonné, on va voir qu'il est facile de donner l'ensemble des solutions. Ça y est, il reste seulement deux choses. Soit choisir les meilleures opérations ou bien les meilleures transformations à faire. La deuxième chose, ne pas faire des erreurs au niveau de calcul. Ça y est, la démonstration là aussi est simple. On l'a fait avec récurrence. On suppose que le résultat est vrai jusqu'à n, jusqu'à pour p équation, et on va montrer que c'est vrai pour p plus 1. Donc voilà, pour p plus 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première équation et on va annuler les xi qui vient au-dessus de x1. on suppose qu'il est non nul. La première ligne, le 1 égale à 0, c'est-à-dire le x1 n'apparaît pas. On va faire une permutation. On va choisir un coefficient qui est non nul ici et on permute la ligne par l'autre ligne. De telle manière à avoir le premier coefficient non nul. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On annule les autres x. On annule le coefficient x1 associé à x1 dans la deuxième ligne. On annule le coefficient associé à x1 dans la troisième ligne jusqu'à la p plus 1 énième ligne. Ça y est. Ou après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le système, celui-là, qui contient seulement p équation et n inconnu. Ça y est. Et on va appliquer la récurrence. La récurrence nous dit que je peux trouver un système équivalent à celui-là qui est échelonné. En combinaison de système équivalent à celui-là avec la première ligne, on va trouver un système tout simplement échelonné. Donc la démonstration est simple. Ce qui est important, c'est arriver à faire des transformations de Gauss, c'est arriver à trouver un système échelonné équivalent au premier système pour à la fin résoudre le système d'onde. Voilà, c'est ça ce qui est écrit ici. Donc toujours, dans le cas d'un système linéaire, on a trois cas. Soit il n'y a pas de solution, on dit que le système est incompatible, ou bien qu'il n'est pas résoluble, ou bien il y a une infinité de solutions, mais une infinité de solutions, on ne peut pas dire c'est l'infini, c'est fini, non. Donc une infinité de solutions qui a une forme bien précise. Ça fait soit une droite, on va donner sa forme, soit un plan qu'on doit donner sa forme, soit, ça y est, donc une infinité de solutions qui a une forme bien précise, donc on doit la donner. Soit il admet une solution unique, donc c'est un point. Donc pour la démonstration, on prend un système sigma, non nul, ça y est, parce que si le sigma est nul, c'est-à-dire tous les coefficients nuls, donc le S de sigma c'est Kn, il n'y a rien à faire. Si on a un système qui est non nul, donc on va chercher un système échelonné équivalent à celui-là. Supposons que c'est celui-là, le système échelonné équivalent au premier système. Regardez, on va trouver à la fin comme ça des zéros égal à Pp jusqu'à Pr plus 1. Par exemple, il y a des zéros ici. Donc le premier cas, si un de ces BI est non nul, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est non nul égal à 0, ce qui est impossible, donc il n'y a pas de solution, le système est incompatible. S égale à l'ensemble de ça y est, c'est terminé. Si tous les BI ici de R plus 1 jusqu'à P sont nuls, on va aller à cette partie-là. On a ici, par exemple, il y a x1, xj2 jusqu'à xgr, c'est les inconnus principaux. Et les autres sont arbitraires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer dans cette dernière équation xgr, qui est un inconnu principal, en fonction des inconnus arbitraires. Et on remplace dans l'équation au-dessus. Elle va rester xgr-1 qui est principal, les autres sont arbitraires. La même chose, on calcule xgr-1 qui est principal en fonction des autres qui sont arbitraires et on remplace dans l'équation au-dessus. Ainsi de suite jusqu'à trouver tous les inconnus principaux en fonction des inconnus arbitraires. Supposons qu'il n'y a pas des inconnus arbitraires, c'est-à-dire tous les inconnus sont principaux. Là, la solution va être unique. On va calculer xgr plus 1, on va trouver une valeur, xgr-1 une valeur, xgr-2 une valeur, jusqu'à x1 une valeur. Et ça y est, on a trouvé la solution
unique. C'est le cas où on trouve la solution unique. Donc il y a 3 cas. Si un de ces BI est non nul, donc il n'y a pas de solution. S, c'est l'ensemble du. Si tous les BI ici sont nuls et il y a des inconnus arbitraires, donc il y a une infinité de solutions qu'on doit calculer. Si tous les inconnus sont principaux, il y a une solution unique qu'on doit poser. Ça y est? D'accord? Donc je vais faire avec vous cet exercice. On va résoudre ce système en utilisant les transformations élémentaires de Gauss. Donc on va annuler le x ici, les x et le x. Comment on va les annuler? On va remplacer, ici c'est la ligne 1, ici c'est la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Donc je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première ligne. Donc x moins x c'est 0, 3y moins 2y c'est y, moins z plus 3z c'est 2z et 11 moins 4 c'est 7. Je vais remplacer L3 par L3 moins 2L1. Pourquoi moins 2L1? Pour avoir 2x moins 2x. Ce qui va donner 0. 5y moins 4y, c'est y. Ici, le z n'apparaît pas, c'est-à-dire c'est 0. 0 plus 6z, c'est 6z. Moins 4t. Ici, il n'y a pas de t, donc il reste moins 4. t égale à 13 moins 8, c'est-à-dire moins 4 fois 2, ça va donner 5. D'accord. On va remplacer L4 par L4 moins L1 de la même manière, ce qui va donner ce résultat-là. La question qui se pose, est-ce qu'on est obligé d'utiliser L1? Parce que je peux remplacer ici L3 par L3 moins 2L1. Ça va donner la même chose. Je vais annuler les deux x ici et on va aboutir, ou bien on va trouver une équation là. Quel est le problème? Le problème, c'est que ici, j'ai déjà fait des opérations sur la ligne L2. Donc, pour moi, elle est changée. Ça y est? Si j'applique deux opérations, c'est-à-dire, j'applique l'opération sur L2 et en même temps, je travaille avec L2, avec les L2. Donc, quelle est la L2 que je vais utiliser? Est-ce que l'ancienne ou bien la nouvelle? Là, je risque de faire des erreurs. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser ici dans les transformations la ligne avec laquelle on applique des changements. Ça y est? Donc, j'ai appliqué des changements à la L2. Je ne vais pas l'utiliser faire de la transformation. Alors, si je les utilise, je vais annuler les x. Je risque de faire quelque chose qui est fausse. Ça y est? Donc, il vaut mieux ne pas l'utiliser. La même chose ici, L3, pour annuler, ça y est, on a annulé les x, maintenant on va annuler le y ici et les deux y, toujours dans le but de trouver un système échelonné. D'accord, pour annuler les y, il suffit que je remplace L3 par L3 moins L2, c'est-à-dire la nouvelle deuxième ligne. Ce qui va donner ce résultat-là, ça y est, 4z, 6z moins 2z c'est 4z, moins 4t égale à 5 moins 7, c'est moins 2. D'accord. Maintenant, pour annuler 2y, là aussi, je peux utiliser 2y moins 2y ici, c'est-à-dire remplacer L4 par L4 moins 2L3. Mais il ne faut pas le faire puisqu'on fait des changements sur L3. Donc, si on applique L3, quel est le L3 avec lequel on travaille? Est-ce que la nouvelle L3 qu'on va trouver ici ou bien l'ancienne? Donc, on risque de faire une faute, donc pas la peine d'utiliser L3. Il suffit d'utiliser L2, ça va donner un résultat qui est sûr. Et on est sûr que, donc là on est sûr qu'on ne va pas commettre des erreurs. Ça y est, donc voilà, c'est un système échelonné. Quel est le premier pivot? C'est 1 associé à X. Le deuxième pivot c'est 1, c'est Y. Le troisième pivot c'est 4 associé à Z. Donc ce système n'est pas réduit, mais c'est un système échelonné. Pour nous c'est suffisant. Si on veut le rendre échelonné, il suffit de diviser par 4. Ici, on va trouver un système échelonné. Quels sont les inconnus principaux? C'est X, Y, Z. Et l'inconnu arbitraire, c'est T. Ça y est? Donc, on va calculer Z en fonction de l'inconnu arbitraire T. Et on remplace, regardez, on remplace Z ici par sa valeur, ce qui va donner Y en fonction de Z et par suite Y en fonction de T. La même chose X et en fonction de Y, Z, on remplace Y et Z par leur valeur en fonction de T, ce qui donne X, Y, Z en fonction de l'inconnu arbitraire qui est
T, donc l'ensemble des solutions est ça. Donc il y a une infinité de solutions. Pourquoi il y a une infinité de solutions? Parce qu'on a des solutions des inconnus principaux et un inconnu arbitraire. Et quelle est la forme de cette solution? C'est la forme 7t moins 27 sur 2, moins 2t plus 8, et t moins 1 demi, à la fin t avec t appartiennent à R. Parce qu'on a combien d'inconnus? Il y a le x, le y, le z et le t. Donc tous les inconnus se calculent en fonction de t. Chaque fois que je donne à t une valeur, je vais trouver une nouvelle solution. Donc c'est la fin de notre chapitre. La prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer les espaces vectoriels. Merci de faire les autres exercices, soit dans le Polycope, soit les exercices de travaux dirigés qu'on va poser dans cette suite. Merci.